Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. C'est un grand plaisir pour moi de venir vous parler aujourd'hui du Que sais-je que Renan Larue et moi avons consacré donc au véganisme et qui vient tout juste de paraître au Québec. Celles et ceux qui ont assisté à ma petite présentation d'hier savent que je consacre mes recherches à l'antispécisme, que ce qui m'intéresse, c'est la question de la légitimité du recours aux critères de l'espèce pour hiérarchiser moralement les individus, pour justifier certaines discriminations, comme celle qui consiste à octroyer les droits les plus fondamentaux à tous les êtres humains, mais de les refuser à tous les autres animaux. Quand mon ami Renan m'a demandé de préparer un livre sur le véganisme, le que sais-je sur le véganisme avec lui, je lui ai tout de suite demandé un livre sur le véganisme. T'es certain? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir raconter? J'étais sérieuse. C'est que pour moi, il me semblait jusque-là que les notions qui étaient intéressantes d'un point de vue intellectuel ou philosophique étaient celles de l'antispécisme, de l'égalité animale, des droits des animaux. Le véganisme, pour sa part, me semblait tout simplement le mode de vie qui découlait de ces positions idéologiques-là. Le mode de vie qui, comme on le définit maintenant dans les dictionnaires de langue française, exclut les produits issus des animaux et les services qu'on tire de leur exploitation. Ma réaction rejoignait peut-être un peu les craintes de certaines personnes dans le mouvement de défense des animaux, des gens qui pensent que les discours trop axés sur le véganisme contribuent à donner l'impression que ce qui compte, en fait, c'est notre mode la manière dont on consomme, notre mode de vie individuel, nos préférences personnelles, et que ça, ça dépolitise le mouvement, ça détourne l'attention de ce qui compte véritablement, c'est-à-dire les animaux eux-mêmes et leur libération. Selon ces personnes-là, je pense à Yves Bonnardel en particulier, qui était ici au festival l'an dernier, il est donc préférable de se focaliser sur l'antispécisme et la libération des animaux. Et quand on cherche sur Internet des magazines qui traitent de véganisme, on se rend compte qu'il est vrai qu'être végane, ça a l'air d'être simplement d'avoir un certain lifestyle. Mon ambivalence à l'égard du véganisme était aussi, je pense, alimentée par le travail de certaines chercheuses et de certains chercheurs qui, ces derniers temps, s'inquiètent beaucoup de l'efficacité du véganisme. Cette idée selon laquelle chaque végane sauve de très nombreux animaux chaque année, près de 200 selon PETA, elle est en effet de plus en plus contestée. On pense que la stratégie de la conversion au véganisme est vouée à l'échec parce qu'il serait tout simplement faux de penser que les choix individuels des consommatrices et des consommateurs influencent la production et donc le nombre d'animaux exploités et tués. Les marchés seraient beaucoup trop gros et complexes pour qu'un ou une végane ne sauve ne serait-ce qu'un seul animal au cours de sa vie. Chaque fois que je renonce à un poulet à l'épicerie, les chances que ça fasse une différence sur le nombre de poulets que mon épicier va commander ensuite ou surtout sur le nombre final de poulets qui vont être produits pour l'alimentation humaine, ces chances-là sont très, très infimes. Il y aurait trop de gaspillage et de facteurs qui entrent en jeu tout au long de la chaîne de production pour que mon choix à moi fasse une différence. Si le véganisme essuie comme ça des critiques provenant cette fois-ci non pas de spécistes, d'anthropocentristes ou de suprémacistes humains, à celle-là on est habitué, on sait à peu près quoi répondre, mais d'activistes qui sont eux-mêmes dans leur vie personnelle végane, c'est qu'il devait quand même y avoir un problème. J'étais donc un peu perplexe devant la proposition de Renan. D'un autre côté, je voyais bien que le véganisme gagne une popularité sans précédent, une popularité qui dépasse largement celle des autres activités organisées par les militantes et les militants antispécistes comme les vigiles ou même les grandes marches contre les abattoirs, par exemple. Le Festival vegan de Montréal en est la preuve, avec plus de 10 000 visiteuses et visiteurs l'an dernier. Et je pense que ça ne doit pas être beaucoup moins cette année. Par ailleurs, je me disais que si chaque végane pris individuellement ne fait pas une grosse différence pour les animaux, il doit bien y avoir un certain nombre à partir duquel les véganes collectivement pourront en faire une. Et puis en ce qui concerne la dimension politique du mouvement, je me rendais compte que s'il est vrai que certaines personnes se disent véganes pour des raisons de santé exclusivement, la vaste majorité d'entre elles, quand même, expliquent leur mode de vie par un souci sincère pour le sort des animaux. Parce qu'évidemment, les seuls motifs de santé n'empêcheront jamais personne d'aller au zoo ou de porter du cuir. À force d'en discuter, Renan et moi, on en est venu à se dire que si les craintes des détracteurs du véganisme étaient justifiées, peut-être que la meilleure chose à faire pour les activistes n'était pas d'abandonner le discours vegan, mais plutôt de tout faire pour le récupérer avant qu'il soit trop tard, pour se le réapproprier, pour le politiser et lutter contre le risque qu'on le réduise à un simple mode de consommation.
C'est donc le pari qu'on a fait en préparant le livre. On n'allait pas ignorer mon malaise initial, on allait prendre très au sérieux les critiques internes au mouvement. On allait opter pour une conception du véganisme qui évite le plus possible les écueils contre lesquels on nous met en garde. Une conception du véganisme qui le lie le plus étroitement possible à la libération animale. On allait présenter le véganisme comme un véritable mouvement social et politique pour l'affranchissement des animaux du joug humain. Je dirais que 3 principaux facteurs nous ont encouragés, Renan et moi, à privilégier une conception politique du véganisme. Le premier, c'est la motivation derrière la création du véganisme par la Vegan Society en Angleterre au milieu du 20e siècle. Donald Watson, qu'on voit à l'écran, aurait fondé cette association pour se dissocier de la Vegetarian Society qui se limitait à critiquer la consommation de viande et qui refusait, à tort selon lui, de dénoncer la consommation de lait et d'œufs. Mais c'est surtout Leslie Cross, qui est un autre membre actif de la Vegan Society, qui s'est battu pour que le véganisme soit conçu autrement que comme un simple mode d'alimentation. Cross a réussi à imposer une définition officielle du véganisme qui en fait le principe d'émancipation des animaux de l'exploitation humaine. On est en 1951. Dans les statuts officiels, on apprend même que le but n'est pas de rendre plus tolérable la manière dont l'homme traite actuellement les animaux et qui, pour être honnête, s'apparente surtout à de l'esclavage, mais d'abolir cette domination. Le deuxième facteur qui nous a confortés dans l'idée que le véganisme pouvait être envisagé comme une véritable démarche politique, c'est le travail d'Antonio Gramsci, ce penseur marxiste italien de la première moitié du 20e siècle, dont les idées ne devraient évidemment pas être exagérément sorties de leur contexte, mais dont certaines nous semblent néanmoins s'appliquer très bien au véganisme. Gramsci s'est penché sur un phénomène intriguant. Il s'est demandé pourquoi les prédictions de Lénine ne s'étaient pas réalisées, pourquoi les prolétaires, qui dans une Europe industrialisée étaient beaucoup plus nombreux que les bourgeois, n'avaient pas renversé par la seule puissance de leur nombre le pouvoir qui pourtant les opprimait. Et son hypothèse explicative est très intéressante. Gramsci s'est rendu compte que ce n'était pas qu'une question de nombre. Il a remarqué que les capitalistes, à l'époque, même s'ils étaient minoritaires, avaient réussi à dominer non seulement d'un point de vue économique ou d'un point de vue politique, mais aussi d'un point de vue culturel. Autrement dit, même les paysans et les prolétaires en étaient venus à assimiler les valeurs bourgeoises, à supposer inconsciemment qu'il n'y avait qu'une seule manière de vivre, qu'une seule manière de voir les choses, soit celle des capitalistes. Et cette domination culturelle, cette hégémonie culturelle, elle se serait mise en place, selon Gramsci, à cause de celles et de ceux qu'il appelle les intellectuels organiques, c'est-à-dire tous ces gens, romanciers, philosophes, artistes, professionnels, journalistes, professeurs, c'est-à-dire tous ces gens qui ont l'impression d'être neutres et objectifs, mais qui sont en fait pénétrés des valeurs bourgeoises qu'ils participent sans même s'en rendre compte à diffuser, perpétuer, renforcer. Ces personnes constituent en quelque sorte les organes de la domination. Pour Gramsci, c'est donc dans les replis du quotidien, dans la société civile, dans les rapports sociaux que se fabrique et se maintient l'idéologie dominante, dont l'État et le droit n'est que le résultat et non pas la source. Appliquée au véganisme, l'analyse est, il me semble, fascinante. On voit très bien tous ces nutritionnistes, ces médecins, ces professeurs, surtout en France, vous me direz, mais quand même, qui prennent la parole publiquement et qui s'affichent comme neutres, mais qui sont néanmoins imprégnés de l'idéologie carniste dominante selon laquelle il est naturel, normal, nécessaire d'exploiter des animaux non humains pour nos divers usages. Ces gens, ces intellectuels organiques, contribuent à organiser la culture et à maintenir le statu quo. Fort de ces observations, Gramsci propose une solution. Pour en arriver à renverser l'hégémonie politique, il faut d'abord s'attaquer à cette hégémonie culturelle. La lutte doit être ainsi menée en 2 temps. Une guerre de position doit précéder la guerre de mouvement. L'objectif est le renversement du pouvoir. Dans le domaine militaire, ça se produit quand une armée est assez forte, assez nombreuse pour écraser l'autre. Et en politique, en démocratie, ça se passe quand les électeurs sont assez nombreux pour obtenir que soient adoptées certaines lois et que certaines institutions soient changées. Tout peut alors basculer. C'est la guerre de mouvement. Mais avant d'en arriver là, quand l'adversaire est encore trop fort, quand l'hégémonie est trop puissante, bien, il faudrait préparer le terrain en fragilisant les bases culturelles de la position adverse.
il faudrait modifier l'éthos de la société. Il faut altérer les normes sociales en place. Il faut saper les piliers de l'idéologie dominante avant d'espérer pouvoir la remplacer par celle qui nous semble plus juste. C'est la guerre de position. Et qui peut faire ce travail? La réponse de Gramsci est les intellectuels. Mais attention, par intellectuel, Gramsci n'entend pas seulement que les profs ou les littéraires, les autres personnes qui produisent des arguments, mais surtout toutes celles et ceux qui les diffusent. Les journalistes, bien sûr, celles qui passent à la télé, ceux qui passent à la télé ou à la radio, qui écrivent des livres, mais pas que. Dans le mouvement de libération animale, seraient des intellectuels, au sens où Gramsci les conçoit, toutes celles et ceux qui distribuent des tracts pour dénoncer l'exploitation animale, qui expliquent à leur entourage les raisons pour lesquelles ils et elles sont véganes, qui signent des pétitions, qui interviennent sur Internet ou ailleurs pour exprimer leur objection face à l'assujettissement des animaux, qui embêtent les employés au restaurant ou dans les boutiques pour s'assurer que les produits qu'ils consomment ne proviennent pas de l'exploitation, d'être sensibles, etc. Les véganes qui font ce travail de tous les jours organisent tranquillement le mouvement. Dans le vocabulaire de Gramsci, ils et elles sont les intellectuels qui, en diffusant des idées encore minoritaires, affaiblissent l'hégémonie culturelle et préparent le terrain pour que puisse un jour se réaliser la révolution que la justice exige pour les animaux non humains sensibles. Il me semble que même si les analyses de Gramsci ont été faites dans un tout autre contexte, on peut quand même en tirer des enseignements pour la cause animale. Si c'est bien vrai que les changements institutionnels d'envergure ne peuvent pas toujours survenir quand les normes culturelles en place s'y opposent, alors il semble que les véganes aient bien raison de s'attaquer à la culture carniste dominante en contribuant à modifier pas à pas les pratiques et les attitudes qui en découlent, en s'efforçant de répondre patiemment à chacune des questions et des objections lancées par leurs adversaires, en démantelant petit à petit cet immense système fondé sur la supposition que les animaux sont là pour nous servir. La troisième chose qui nous a inspiré, Renan et moi, c'est ce slogan mis de l'avant par les féministes, selon lequel le privé est politique. Initialement, la formule visait surtout à souligner le fait que le quotidien des femmes, les soins donnés aux enfants, le comportement sexuel dans le couple, l'attention donnée à l'apparence physique ou la répartition des tâches domestiques étaient complètement liés à leur statut politique et que les solutions aux problèmes de cet ordre-là devaient donc être collectives et institutionnelles. Mais rapidement, le slogan a donné lieu à différentes interprétations, dont celle qui veut que les décisions de tous les jours ou les choix faits dans la sphère privée, incluant les actes de consommation, peuvent représenter une manière de s'opposer à une situation politique d'oppression ou de domination. Depuis, on pense, surtout dans une société de consommation où nos dollars ont souvent plus de poids que notre parole, que les petits gestes du quotidien ne sont pas neutres politiquement et qu'ils participent donc à renforcer, à maintenir ou à affaiblir le statu quo. Et les féministes ne sont plus les seules à considérer que la sphère domestique peut être un terrain d'action politique. Dans la littérature portant sur l'activisme, on s'intéresse à l'intersection entre le mode de vie et les mouvements sociaux. Dans le sillage de ce que nous disait Gramsci, on reconnaît que la culture et la politique sont intriquées, que les positions théoriques s'incarnent souvent dans des pratiques et que les pratiques, en retour, influencent les discours, les idéologies, les politiques publiques adoptées par les décideurs. On reconnaît donc que les petits gestes ordinaires, lorsqu'ils sont accomplis dans le but de modifier les mœurs et ultimement les institutions, eh bien, ça représente une manière de militer. Et c'est bien sûr un cadre d'analyse qui s'applique très bien aux véganes, qui pose une multitude de petits actes d'insubordination contre l'ordre carniste. Porter un écusson affichant son opposition à l'exploitation animale, refuser d'accompagner ses amis à la pêche ou au centre équestre, nourrir, faire stériliser et abriter les chats errants de son quartier, sensibiliser son entourage au spécisme, traîner ses collègues de bureau dans les restos végétaliens. Eh bien, tout ça, ça consiste à transgresser et à ébranler les normes sociales en place, à normaliser un comportement différent. Nos résistances quotidiennes, toutes nos actions de tous les jours, elles sont nombreuses à avoir un potentiel subversif parce qu'elles parviennent tranquillement à modifier les habitudes quotidiennes et la manière dont les gens se représentent les animaux et leur assujettissement. Les véganes, par l'exemple qu'ils donnent, jouent par ailleurs, comme le disait Will, un rôle préfiguratif. Ils montrent qu'on peut vivre, et même très bien vivre, en minimisant sa contribution à l'exploitation animale. Ils donnent un avant-goût, en quelque sorte, du mode de vie qui pourrait un jour être adopté par tout le monde. Et en traçant le chemin, bien, ils facilitent la transition vers
la transition de ceux et celles qui pourraient vouloir eux aussi abandonner un jour les produits d'origine animale ou les services qu'on tire de l'exploitation des animaux. Les petits gestes des véganes, à l'apparence pourtant anodine, sont donc politiques ou, au grand minimum, ils sont politiquement pertinents. Comme je le disais tout à l'heure, Renan et moi, on pense que ce que font les gens qui adhèrent au véganisme, c'est joindre un véritable mouvement collectif qui lutte de multiples manières pour la libération animale. Même s'il n'y a aucune définition de ce qu'est un mouvement social qui fait l'unanimité, on pense généralement que pour qu'un groupe soit considéré comme tel, ses membres doivent avoir une identité et des revendications communes qu'ils adressent de manière diverse, soutenue et plus ou moins organisée à des destinataires ciblés. Dès l'apparition du terme au milieu du 20e siècle, le véganisme s'est présenté, on l'a vu, comme un mode de vie fondé sur le rejet de l'exploitation des animaux par des êtres humains. C'est en effet le sens qu'a donné au néologisme Leslie Cross de la Vegan Society. Les véganes revendiquent donc l'émancipation des animaux et ils fondent dans cette critique de l'exploitation animale leur identité commune. Lorsqu'ils se réunissent à l'occasion de festivals comme le Festival Vegan de Montréal, ils et elles s'affirment et s'affichent comme des gens opposés à l'asservissement des animaux. Et si des festivités comme celle-là visent largement à renforcer le sentiment d'appartenance à un groupe et l'identité commune de ses membres, ce qui est considéré comme central surtout dans ce qu'on appelle les nouveaux mouvements sociaux, les véganes ne restent généralement pas entre eux. Les véganes qui sont opposés à l'exploitation animale au point de modifier leurs habitudes pour éviter de contribuer à ce qu'ils condamnent, à ce qu'ils dénoncent, se limitent rarement à faire ça dans le silence dans leur coin ou avec leurs meilleurs amis déjà convertis. Les véganes non seulement boycottent par objection de conscience certains produits et services, mais ils et elles sont constamment en train de se livrer à de l'activisme en exposant à gauche et à droite les raisons de leur mode de vie, leurs motivations, les principes de justice et de compassion qui les animent. Les véganes, comme les membres de n'importe quel mouvement social, ont recours à un large éventail de stratégies pour faire avancer leur idéal de justice. Pétitions, manifestations, sabotage, dénonciations, tribunes, conférences, livres, blogs, etc. Ça ne signifie pas que les véganes ne se disputent jamais à propos des meilleures stratégies à adopter. Rien ne dit que certaines ne sont pas largement préférables à d'autres. Mais il reste que toutes ces actions, les militantes et les militants de la cause animale les font non seulement à titre d'antispéciste ou à titre de libérationniste, mais également à titre de végane. Parce qu'il n'y a pas lieu de séparer complètement le mode de vie et les convictions qui le sous-tendent. Parce que l'opposition à l'exploitation animale devrait être au cœur d'un véganisme bien conçu. Parce qu'ils ont donc une identité et des revendications communes, et parce qu'ils emploient une panoplie de tactiques pour mettre fin à la subordination des animaux, les véganes forment un véritable mouvement de justice sociale et politique. Et ce que chacun d'eux, ce que chacune d'elles espère en joignant un mouvement collectif comme ça, c'est de gagner l'appui d'une masse critique de gens de manière à pouvoir un jour enfin avoir le poids politique, le pouvoir politique nécessaire pour mener ce que Gramsci appelait la guerre de mouvement, pour obtenir enfin les changements législatifs et institutionnels concrets que la justice requiert pour les animaux. Dans une perspective comme celle-là, on ne peut pas dire que le véganisme est apolitique ou individuel, ni qu'il est inefficace. Même si une personne végane prise isolément ne peut pas nécessairement avoir beaucoup d'effets directs et immédiats sur la production animale, elle grossit les rangs d'un groupe qui, lui, pourrait un jour en avoir, qui, lui, pourrait permettre un jour l'émancipation des animaux. En conclusion, le véganisme n'est pas qu'un mode de vie excluant les produits d'origine animale et les services qu'on tire des animaux, c'est-à-dire que c'est ça, bien sûr, mais c'est plus exactement un engagement sincère et déterminé à se comporter dans sa vie quotidienne de manière conforme à des valeurs de non-domination, à l'idéologie selon laquelle il est mal d'exploiter des êtres sensibles pour nos fins. Et c'est aussi, comme on l'a dit, un outil politique pour changer par ces petits gestes ordinaires autant que par des stratégies plus organisées les normes sociales en place qui nuisent tant aux animaux. Une interprétation politique du véganisme comme mouvement social pour l'affranchissement des animaux est beaucoup plus plausible philosophiquement que les autres, que l'interprétation qui en ferait une simple diète alimentaire, par exemple. En plus, elle offre le grand avantage d'échapper aux critiques troublantes et importantes que des antispécistes ont bien raison de soulever. Il faut les avoir à l'esprit, les garder en tête pour éviter que le véganisme en vienne à être réduit à un simple mode de consommation, à être dépolitisé. Et finalement,
est décrit plus fidèlement que les définitions concurrentes la manière dont la majorité des véganes, il nous semble, conçoivent eux-mêmes leur propre engagement. Pour toutes ces raisons-là, on pense, Renan et moi, qu'il est important d'insister pour que ce soit cette interprétation du phénomène vegan, une interprétation qui accorde la place centrale à la libération politique des animaux, qui soit retenue et promue. J'aimerais terminer par cette image que Renan aime bien utiliser. Les habitudes et les préjugés sont bien ancrés. Le système carniste est incroyablement gros et puissant. Le droit du plus fort l'emporte souvent dans nos sociétés sur la justice. Mais les véganes ne se laissent pas décourager. Les véganes sont véganes malgré les difficultés, les désagréments, les irritants de tous les jours, malgré les questions incessantes à table auxquelles on répond inlassablement. Quand les véganes, ce qui est formidable quand on est végane, c'est qu'on a plein d'occasions chaque jour de militer. Malgré ces difficultés, donc, les véganes restent véganes parce que c'est ce qui nous semble juste, c'est ce qui nous semble nécessaire. Parce que refuser d'exploiter autrui, c'est la moindre des choses. La moindre des choses. Tranquillement, sournoisement même, une révolution se prépare peut-être, et peut-être déjà en train de se mener, grâce à nos efforts collectifs, grâce à tous les petits gestes que les véganes accomplissent partout, simultanément. On est peut-être en train, à la manière des Lilliputiens, de terrasser ce monstre immonde qu'est le carnisme. Du moins, on ne peut que l'espérer et continuer à tout faire pour y arriver. Je vous remercie.